Mesdames, Messieurs, bienvenue à nouveau au centre des congrès WTC de Grenoble. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de journée. Alors, on va revenir très rapidement sur un programme très light, tout du moins costaud, ça va avec. Ce matin, on a fait, on va dire, du fractionné avec des petites séquences d'une heure. Et cet après-midi, on va faire de l'endurance avec des séquences d'une heure et demie, de nombreux intervenants de qualité. Une première épreuve autour du trail, où on va voir ensemble comment le trail, et en particulier les courses de trail, ont réagi par rapport à la situation que nous avons vécue, par rapport aux attentes des clientèles, à l'évolution des pratiques. Puis à 15h30, nous pourrons nous attarder sur le ski qui a fait tant parler de lui cet hiver, pas forcément pour les bonnes raisons, ou en tout cas celles qui nous rassemblent et celles qui nous donnent le sourire quand on a le plaisir de glisser en hiver, mais voir un petit peu comment le ski et les stations ont su s'adapter, ont su évoluer, et comment elles se préparent à cette nouvelle saison, à cette première saison post-Covid. Mais sans plus tarder, je vais laisser la parole à Emmanuel Graveau, directeur du magazine Outdoor Expert que vous avez tous dans les mains et fondateur de l'Outdoor Expert Forum qui va animer cette première table ronde. Emmanuel, c'est à toi. Merci. Donc nous allons parler, comme Pierre-Emmanuel vous l'a indiqué, de trail running avec 4 invités. Merci. Qui vont nous rejoindre. Voilà, donc 4 invités de profils assez différents, organisateurs, équipementiers, donc pour parler de l'évolution du trail, de la situation effectivement de la pratique au lendemain de la pandémie et essayer de défricher quelques pistes pour le futur. Donc Marion, Benoît, Sébastien, Cécile, si vous voulez monter. Ah, je ne vois pas Cécile. Cécile Lefebvre arrive au pas de course. Donc le trail running, tout le monde est conscient dans cette salle que, bien que la pratique commence à être un petit peu sous le feu des projecteurs et de certaines collectivités, voilà, tant que ce n'est pas sous les fourches codines. Mais effectivement, le trail est une pratique qui s'est énormément développée. Pendant longtemps, c'était un peu la sous-catégorie du running de route pour les équipementiers généralistes qui sont sur la course de route depuis de nombreuses années. Le trail était vaguement un petit accessoire, un ou deux produits qu'on avait dans la gamme parce que c'était le passage obligé quand on voulait vendre aux États-Unis. Et puis aujourd'hui, le trail, c'est 30%, enfin en tout cas pour la France, c'est 30% du marché du running. Et là, je parle sous le contrôle des équipementiers qui sont à la tribune et dans la salle. 30%. Et qui plus est, sur le premier semestre de l'année 21, quand même 2 chiffres marquants, même si effectivement, alors je parle des ventes de chaussures de running, plus précisément, pas tout le matériel. Et précisément, ce premier semestre 2021, la croissance du running est très forte, puisque les ventes de chaussures établissent une progression de 13%. Mais les ventes de chaussures de running, elles, toujours sur ce premier semestre 21, ont augmenté de 45%. Donc on voit qu'effectivement, la dynamique est très forte sur ce segment et qui est vraiment au croisement de la performance, de la nature. Donc voilà, vraiment au centre d'attente aujourd'hui des pratiquants. Du coup, 4 invités pour en parler. Marion Barbary de Salomon. Donc Marion conçoit, avec une équipe évidemment, marketing, et conçoit les produits. Pardon, voilà. Du coup,
Elle pourra nous apporter sa vision. Voilà, on est encore dans la vision aujourd'hui de l'évolution du marché, des produits, des attentes des consommateurs. Qui sont les consommateurs, peut-être aussi de comment ils évoluent de trail. Benoît Laval, qu'on ne présente plus, grand champion de trail, de course d'orientation au tout début, et très vite arrivé dans le trail running, avec plusieurs casquettes pour le coup. Et on parlait de vision encore tout à l'heure, et là je dois dire, Benoît, pour avoir suivi un peu ta progression, une vraie vision de l'écosystème, puisque tu as commencé en étant équipementier. Voilà. Fabricant en partie maintenant quelques produits en France aussi, puisque c'était le thème de ce matin, mais également organisateur de courses, et aussi à l'initiative des stations trail, qui étaient aussi de l'équipement des territoires pour développer la pratique. Donc il y avait là effectivement un écosystème que tu as su monter dans le milieu du trail. Bon, même si maintenant... les stations trail sont dirigées par Rossignol. Rossignol, à qui tu as repris ta marque Red Light, mais ça, tu pourras nous le raconter plus tard. Sébastien Carrier, donc fondateur de l'UT4M, voilà, local de l'étape. Un bel événement qui a une particularité, c'est que voilà, on peut le pratiquer à la carte. Même voilà. Donc on verra en quelle mesure ça répond à une certaine attente des trailers aujourd'hui, des trailers et des traileuses. Et Cécile Lefebvre, donc Traces de Trail. Donc là, on plonge dans le numérique. Et Cécile va pouvoir nous expliquer, bien sûr, qui sont Yumigo et Traces de Trail, mais aussi nous partager une étude que tu as réalisée sur le profil et les attentes des trailers. Donc, je te laisse te présenter en 2 minutes, et puis après, nous présenter ton étude. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Donc Cécile Lefebvre, donc je suis gérante de la société Yumigo. Alors à l'origine, Yumigo, c'était la société Traces de Trail. On existe depuis 7 ans et c'est vrai que notre société a évolué au fil des temps, au fil des attentes aussi, à la fois des pratiquants de trail et puis du monde de l'outdoor qui nous a fait évoluer au fil des années. Donc, Traces de Trail est devenu Yumigo parce qu'aujourd'hui, on travaille dans le monde de l'outdoor, mais Traces de Trail reste bien une de nos marques, puisque aujourd'hui, Traces de Trail, c'est un site de cartographie de parcours trail qui est bien identifié en tant que tel par les trailers. Voilà, donc au niveau de Yumigo, on a donc, en quelques mots pour nous présenter, donc on a le site Traces de Trail, le site de cartographie, l'application mobile Trail Connect. On est aussi bureau d'études pour le développement des activités outdoor. Donc on crée des parcours de trail, on accompagne aussi sur la partie relevé terrain, analyse des parcours sur le terrain jusqu'au balisage. On est aussi agence web puisqu'on développe des applications mobiles, sites web pour les activités outdoor. Et puis je dirais, on a donc le réseau des espaces trail aujourd'hui, qui est finalement un condensé de notre savoir-faire. On accompagne une 30aine de destinations en France sur la mise en place donc d'une offre de trail. Et finalement, on utilise un peu toutes nos compétences pour accompagner donc à la fois le côté ingénierie, le développement des outils numériques. Et puis finalement, notre communauté Traces de Trail nous permet aussi de faire la promotion de ces parcours auprès de la clientèle trail. Alors, et du coup, ça t'a amené à faire créer une étude. Du coup, effectivement, avec les espaces trail, ça fait maintenant 7 ans qu'on accompagne les collectivités sur les parcours de trail. Et puis, nous, ça fait une 20aine d'années, précisément 23 ans qu'on court, qu'on fait du trail. Mais je pars du principe que notre vision du trail n'est peut-être pas forcément celle de tous. Et ça fait maintenant 5 ans qu'on fait des enquêtes auprès des trailers pour connaître un peu plus les attentes. Alors c'est vrai que tu citais des chiffres. Il y a beaucoup de chiffres du monde du trail sur le nombre de baskets vendues, etc. Merci. Mais finalement, il y a peu d'éléments, je dirais un peu plus sur les attentes des trailers. Donc nous, c'est vrai qu'on fait des études, des petites enquêtes au niveau de Traces de Trail
pour déjà connaître un peu mieux notre communauté, voir un petit peu quelles sont leurs attentes. Alors, en termes d'outils numériques, aussi quels sont les usages, je pourrais vous donner quelques éléments par rapport à ça. Mais on leur a posé récemment aussi des questions sur les séjours trail. Finalement, on crée des espaces trail ou des stations de trail, mais est-ce que, que font les trailers en fait ? Est-ce que ça les intéresse ? Est-ce que les séjours trail les intéressent ou pas ? Donc c'est ce qu'on a souhaité étudier à travers notre enquête. Alors, hop. Voilà, donc on réalise des enquêtes à peu près tous les 2 ans, on va dire. La dernière en date, date de décembre dernier. Et là, donc, on a touché plus de 8000 personnes en France et à l'étranger, principalement en France, mais c'est vrai qu'on a quand même une vision un peu plus globale des attentes un peu plus largement en Europe. Alors, on reste sur un échantillon de 8000 personnes. Enfin, c'est une fois le fichier traité, donc ça reste quand même finalement des données assez représentatives quand même. Mais voilà, on va dire essentiellement sur la clientèle française. Alors, l'idée, c'était de leur poser la question sur les séjours trail, quelles sont leurs attentes. Déjà, pour donner le profil sociologique du trailer, ça on retrouve sur toutes nos enquêtes, nos 5 enquêtes. À chaque fois, c'est le même. Donc, je dirais le trailer type, c'est un homme, même si les femmes sont de plus en plus présentes dans le trail, mais pour l'instant, c'est un homme marié avec des enfants. Alors là, nous, on a touché surtout les trailers avec une pratique régulière. Donc, les trailers avec cette pratique régulière ne font pas que du trail, touchent aussi aux autres activités outdoor. Donc là, on va parler de cyclisme, on va parler de VTT principalement. Voilà, rapidement, quelques chiffres à ce niveau-là. C'est vrai qu'on est majoritairement sur des... En bleu, vous avez les pratiques régulières, donc vraiment chaque semaine. En rouge, ponctuellement. Et puis, jaune et vert, c'est rarement ou jamais. Hein. Donc, c'est vrai que là, on voit au niveau VTT, vélo de route, randonnée, c'est ce qui ressort principalement. Ça, finalement, on le retrouve aussi classiquement. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'entraînement trail, classiquement, on retrouve aussi on recoupe aussi les pratiques. Donc, souvent, on associe le trail au vélo dans l'entraînement pour que ce soit aussi moins traumatisant. Alors, on leur a posé la question, est-ce que ça vous arrive de programmer un séjour trail ? Et là, on précise bien, c'est hors compétition. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a quand même près de 8 trailers sur 10 qui disent oui, on part en séjour trail, donc le temps d'un week-end, le temps d'un séjour, donc vraiment dans un but simplement de pratiquer le trail. Et ça, voilà, avant cette enquête, c'est vrai que pour moi, c'était pas forcément acquis qu'il y ait une majorité de trailers qui partent en séjour. C'est vrai qu'on pourrait se dire, ils vont courir, ils vont faire les compétitions, puis sinon ils s'entraînent autour de chez eux, et voilà. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que les trailers partent en famille ou entre amis, majoritairement. C'est vrai qu'on y va, vous allez voir pourquoi, mais on va, je dirais, finalement, presque, je vais passer à la diapo suivante, mais finalement, le trail, c'est presque un prétexte pour aller passer un bon moment. Puisque, si on regarde les motivations, pourquoi vous partez en séjour trail ? Finalement, les premières motivations, c'est déjà découvrir un territoire et puis partager un bon moment en famille, entre amis. Et finalement, le côté entraînement, bloc d'entraînement ou faire un entraînement spécifique, ça arrive en 3e position. Un peu, pas très loin, mais quand même. Voilà. C'est vrai que cette étude, pour moi, elle est intéressante parce qu'elle montre que finalement, le trail, c'est le sport, la performance, mais c'est aussi le volet découverte et profiter en famille. Et c'est vrai que par rapport au profil des trailers, on a cette image élitiste du trailer, on va dire collant pipette, dont le Graal c'est l'UTMB ou faire des ultra-trails. Et finalement, on a quand même alors c'est une petite partie des trailers, je dirais, mais on a, je dirais, un environnement
plus globale, plus familiale, qui fait qu'aujourd'hui, le trail, il ne faut pas l'envisager tout seul, mais il faut l'envisager dans un écosystème outdoor plus global pour toute la famille. Donc voilà, le choix de la destination, il se fait surtout par rapport déjà à l'environnement, au paysage, il faut que ça donne envie, bien entendu. Mais ensuite, est-ce qu'il y a des parcours de trail? Oui, mais est-ce qu'il y a aussi des activités à pratiquer aussi en complément? Je ne vais pas courir 10 heures dans la journée, je vais peut-être aussi passer un moment en famille, entre amis, en complément. Et donc finalement, la motivation, c'est autant est-ce qu'il y a des parcours, est-ce que je vais me faire plaisir, que est-ce qu'il y a des choses à faire pendant que je cours pour le reste de ma famille ou après mon activité pour partager un bon moment. Alors je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. Voilà, on leur a posé aussi des questions sur les formats de parcours qu'ils recherchent. Donc c'est vrai qu'on est sur des formats, on va dire classiques, entre 15 et 30 km principalement. Ce qui est intéressant par contre, et c'est ce qui aujourd'hui finalement peut développer encore sur les territoires, c'est le volet itinérance. On leur a posé la question si les parcours en itinérance, ça les intéresse. Et c'est vrai qu'on a quand même un tiers des trailers qui se disent oui, totalement intéressés par l'itinérance. Et on en a près de 8 trailers sur 10 au total qui se disent oui, tout à fait, ou oui, plutôt oui, pourquoi pas. En termes de durée de séjour, d'itinérance, on est plutôt sur des formats 3 jours de nuit. Et on est plutôt sur de la formule libre, mais on voit aussi que finalement, libre et encadré, les deux sont importants aussi pour répondre à tout le monde. Voilà, donc c'était simplement, je voulais vous partager ces éléments, peut-être pour mettre le débat et la discussion de manière un peu plus large autour des événements trail, parce que les événements trail sont incontournables, ça permet aux trailers de se retrouver sur des manifestations ensemble, mais finalement on voit aussi que le trail c'est plus largement aussi une pratique, je dirais, du quotidien aussi, sur des séjours, et voilà, c'est aussi le partage avec la famille. Et voilà, ça me paraissait important de vous apporter ces éléments finalement qu'on retrouve peu dans les études et qui nous paraissent importantes et en tout cas sur lesquelles on s'appuie au quotidien pour accompagner les collectivités avec qui on travaille. Merci Cécile. C'est vrai que le trail historiquement est quand même né de la compétition et on le voit toujours uniquement lié aux courses, mais voilà, aujourd'hui c'est une activité qui a mûri et qui peut générer effectivement des séjours et effectivement c'est la preuve de l'évolution de ce marché et qu'on n'est plus du tout sur une niche telle que ça a été considéré pendant longtemps. Donc, justement, le trail, pour revenir un petit peu à l'histoire, c'est une date clé qui est celle de, on va dire, 1995 avec les Templiers. En tout cas, pour la France, il faut quand même se rappeler que même si la pratique existe de longue date aux États-Unis, même si on va retrouver aussi des traces de courses en montagne, en France ou en Europe depuis très longtemps, même si, etc., ça fait longtemps que les gens courent dans la nature, évidemment, avant qu'il y ait du goudron. Donc pour autant, on s'accorde à dire que le démarrage, la naissance du trail, c'est les Templiers, donc 1995, la première course, où en tout cas le mot trail a été lancé par Gilles Bertrand. Les Templiers, c'est ce week-end. Et donc on peut effectivement rendre hommage à cet événement. Et voilà, le mot trail a été lancé à l'époque par Gilles Bertrand et ses magazines. Et il n'a pas été d'ailleurs déposé en ce qui le concerne. Donc ça a permis effectivement de se développer dans bon nombre d'épreuves depuis. Pour autant, c'est vrai que si la pratique s'est développée à la fin des années 90, il y a quelques marqueurs. Évidemment, l'UTMB en fait partie. Et voilà, du coup, merci Pierre de mettre la prochaine slide. Voilà. Donc les événements sont véritablement
le marqueur du développement de cette pratique. Et évidemment, il est intéressant de voir que pendant cette crise, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, évidemment, pendant 1 an et demi, 2 ans, les événements se sont arrêtés. Les coureurs ont cherché d'autres moyens de courir individuels, quand on pouvait sortir, ou de manière numérique, on en reparlera aussi. Voilà. Donc, effectivement, c'était un coup dur pour la discipline. C'était un coup dur aussi pour le marché. Alors, peut-être pas tous les produits, mais en tout cas, certains. Les produits qui sont très liés à la compétition ont quand même majoritairement plutôt souffert de cette crise. Voilà. Donc, Sébastien, comment, en tant qu'organisateur, vous avez géré cette période, à la fois vis-à-vis de vos participants, de vos concurrents, vis-à-vis de votre organisation, et comment ça a redémarré, et sur quelle base, et est-ce qu'aujourd'hui ça a pu faire évoluer éventuellement l'offre que vous proposez autour de l'UT4M? Bonjour à tous. Allô, vous m'entendez? Oui. Ouais. Bonjour à tous et merci pour votre accueil. Donc l'UT4M, donc né en 2013, mais 2019 nous concernant, et puis 2020, 2 années de césure. 2020 imposée par le Covid. Et comment est-ce qu'on a géré cette situation, ce contexte? D'abord, effectivement, beaucoup d'incertitudes, et je crois que comme tout un chacun, on a essayé, on avait cet optimisme, et puis les mois passant, on se rendait compte que ce serait compliqué. La difficulté aussi, évidemment, un événement quel qu'il soit, et l'UT4M y compris, c'est des engagements financiers. Donc il y a cette complexité de qu'est-ce qu'on va engager, qu'est-ce qu'on n'engage pas encore, qu'est-ce qu'on peut repousser, qu'est-ce qu'on ne peut pas repousser, et puis à quel moment est-ce qu'on prend les décisions. Et puis ensuite, c'était quand même une première pour tout le monde. Donc une fois qu'on est confronté à la décision, quelles en sont les conséquences et comment on s'adapte. Et bon, force est de constater que d'une manière générale, la communauté des trailers a été très supportive, en support des événements, parce que comme beaucoup, à l'issue, au moment de l'annulation 2020, on a laissé le choix aux coureurs de reporter leur inscription ou de demander le remboursement. Et une grosse majorité a souhaité reporter, donc pour nous accompagner également, et puis peut-être aussi parce que finalement la destination leur plaisait, donc ils étaient prêts à attendre 1 année de plus. Donc, on peut parler de la destination, puisqu'il y a un petit film qui est prévu sur l'UT4M.
belles images. Oui, le mieux, c'est effectivement de voir les courses en images. Un petit mot sur Ou le sur le concept, puisque voilà, cette épreuve est née en 2013. Déjà, l'activité s'était développée. De nombreuses épreuves aussi ont vu le jour en France, particulièrement. Qui était quand on arrive comme ça dans le milieu, comment on se démarque et quelle est la particularité de cette épreuve sur 4 massifs, on l'a vu déjà. Alors c'est vrai qu'en 2012, pour le coup, parce qu'on a travaillé sur le projet en 2012 pour une première édition en 2013, dans le spectre en fait des courses d'ultra qu'on avait en France, il y en avait 3. Il y avait l'UTMB, il y avait le Grand Raid de la Réunion et puis les Pyrénées. Donc voilà, nous, UT4M, on savait qu'on était une première en termes sur différents aspects. Tout d'abord, partir d'une grande métropole. La plupart du temps, on ne part pas d'une ville de la taille de Grenoble et de son agglomération. Également, cette capacité d'offrir un voyage, mais dans 4 destinations. Et on parle de 4 massifs, mais à juste titre, en fait, chacun d'entre eux a ses particularités. Et c'est ce qu'on voulait offrir aux coureurs. C'est cette possibilité, finalement, de s'étonner, mais 4 fois lors de l'aventure. Et puis également, c'était le moyen probablement d'amener les gens à venir à la rencontre des coureurs davantage. Parce que Grenoble, grande agglomération, des moyens de transport, et donc la possibilité d'aller à la rencontre des coureurs, de la course et des coureurs, beaucoup plus régulièrement que ce qu'on peut trouver dans d'autres destinations où il y a un tunnel à traverser ou d'autres contraintes de fond de vallée. Et également un événement à la carte, modulable. Alors c'est venu ultérieurement, c'est-à-dire que la première année, on a proposé 3 courses. Il y avait ce qui s'appelle maintenant l'extrême, les 170 km d'une traite. Il y avait la version sœur ou petit frère, le 100 km. Et puis il y avait une version relais de 4 coureurs. Ensuite, on a travaillé sur justement cette spécificité, ces 4 massifs, pour mettre en place, dans un premier temps, un 40 km par massif. Et en combinant tout ça, ça a créé le 160 Challenge. Donc, l'opportunité de faire un ultra, un 170 km, mais de manière beaucoup plus accessible, puisque chaque jour, finalement, c'est 40 km qu'on aborde. Et puis, on a le soir pour récupérer, entre autres. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire, justement, ces soirs-là, et qui sont top, je pense, et qui attirent les coureurs. Et puis, pour repartir le lendemain, un peu plus près. On a pu se ressaisir, on se rassasier aussi, et puis repartir avec beaucoup d'énergie. Et puis, plus récemment, on a mis, et c'était justement, on va dire, les nouveautés 2020 au départ, et puis donc repoussé à 2021, ce qu'on appelait le 80 Challenge, qui est une version similaire au 160. Donc on est à nouveau sur un concept de course par étapes, mais lié aussi avec un objectif qui est au final de faire une distance un peu qui fait rêver. Donc il y avait le 160 d'un côté avec le 160 Challenge, et puis il y a 80 km. Et 80 km, c'est pas rien, c'est la distance de l'ultra en fait. À partir du moment où on a fait 80 km, on devient un ultra-trailer. Donc là, on offre l'opportunité en 4 jours de devenir un ultra-trailer et de découvrir ce que c'est, et puis de se dire, tiens, la prochaine fois, pourquoi j'irai pas le faire d'une traite ? Et l'évolution du nombre de concurrents sont plus... Alors, après justement cet arrêt, est-ce qu'ils sont plus nombreux, moins nombreux ? Alors, nous concernant, on est ravis parce qu'en fait, on a constaté une croissance du nombre d'inscriptions importante. Il y a eu 30% d'augmentation entre la dernière édition, 2018, et puis 2021. Et puis, alors c'est dans la globalité de l'événement, donc y compris ces nouvelles courses dont je parlais, le 80 Challenge plus particulièrement. Et lorsqu'on regarde tout ça confondu, ce qui est important à mon sens, c'est que la version par étape, donc qui peut se pratiquer de 2 manières maintenant, ou le 160 ou le 80, elle a rassemblé plus de 1200 coureurs de mémoire. Et donc, ça veut dire que c'est le créneau qui a le plus, qui constate le plus de croissance. Et je crois qu'on a
plus de 100% de croissance en fait entre les deux éditions. Et je ne suis pas surpris parce que lorsque on a lancé ce concept en 2016, je crois que c'était la première édition, en fait, les retours ont été immédiats. Les coureurs, ce qu'ils nous ont dit, c'est génial. Et c'est génial pourquoi ? Certains des éléments en fait, qu'on a anticipés, c'est la raison pour laquelle on l'a mis en place. Entre autres, on peut voir la course dans son intégralité, enfin le parcours, puisqu'on est 2 jours. C'est parfois dommage de parcourir de nuit. Il y a d'autres avantages, mais en tout cas pas celui de pouvoir profiter du paysage. Et puis également, et c'est important, c'est la création de cet esprit de communauté. Et là, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Cécile. Tout à coup, les coureurs, ils ont cette opportunité de vraiment découvrir l'autre. Parfois, ils viennent en famille, parfois, ils viennent avec des amis, et parfois, ils découvrent de nouveaux amis. Et c'est ce qu'une version telle que le Challenge offre comme solution. Alors donc, Cécile Lefebvre nous a dépeint un profil de trailer masculin. Voilà. Est-ce que, c'est toujours pour Sébastien, mais quelle est la part de la féminisation et sur quel type d'épreuve et comment ça a évolué durant ces dernières années ? Alors, elle est en croissance, et tant mieux. Le chiffre pour 2021, c'est 23% de pratiquantes qui ont participé à l'UT4M. Maintenant, parce que c'est un chiffre qu'on regardait depuis quelques années, de mémoire, il était à 12%, je crois, sur les premières éditions. Donc tant mieux, ça a augmenté. Après, c'est pas non plus surprenant, parce que en fait, comme je le disais, on a 12 courses. On a des courses plus courtes. Et force est de constater que ces dames, elles préfèrent finalement les courses plus courtes que les courses trop longues. Et donc, du coup, lorsqu'on regarde le pourcentage dans les courses, clairement sur l'extrême, donc la version la plus dure, on doit être à moins de 10%. Et puis il y a des courses où on est à parité, voire même plus de présence féminine. Et je crois que de mémoire, sur le 80 Challenge, on n'est pas très loin de ces chiffres-là. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui amène un peu plus d'équilibre dans les genres sur nos épreuves. Et est-ce que vous voyez une évolution aussi, justement notamment après cette crise sanitaire, est-ce qu'il y a une évolution de la demande des concurrents par rapport aux prestations que vous leur proposez, ou est-ce que vous voyez un nouveau public qui arrive avec d'autres attentes ? Non, moi, j'ai pas eu l'occasion de constater une évolution dans ce domaine-là, en tout cas. Évidemment, la première évolution, mais elle leur était imposée, c'est qu'on n'a pas pu organiser comme on avait l'occasion de l'organiser par le passé. Cet aspect convivialité, je vais vous donner un exemple. Toutes les années, en fait, depuis la création du T4M, on a souhaité mettre en place, à l'issue de l'événement, un temps fort où on rassemblait les coureurs, les bénévoles, les partenaires, les collectivités autour d'un buffet. Évidemment, en 2021, on n'a pas pu mettre ça en place. On s'est adapté. Donc, c'est tout un tas d'éléments comme ça qui se sont imposés de fait aux coureurs et dont on espère qu'ils pourront être levés au fil du temps. Mais c'est le principal changement. Après, au niveau des coureurs, par rapport à leur participation sur un événement, il n'y a pas de changement. Je pense, pour l'avoir vécu moi-même, qu'il y a cette envie dans chacun d'entre nous de retourner dans ces grands espaces de plus en plus souvent. Et donc le changement, il est là. Et je pense que c'est hors événement. Et l'événement, finalement, ça va être un catalyseur pour découvrir un territoire et puis ensuite y revenir, mais ultérieurement, le plus facilement possible. On pourra peut-être en parler plus tard. Et puis voilà, en profiter du coup après avec sa famille, entre autres. Merci. Et encore une petite question sur l'organisation. On a beaucoup parlé de contraintes environnementales. C'est un sujet évidemment sur lequel les organisateurs sont sensibilisés de longue date. Est-ce que vous voyez demain des difficultés autres ou croissantes pour organiser des épreuves sur des sites protégés, ou pas forcément, mais sur des sites naturels en général ? Oui, je pense clairement, en fait, amener du monde en montagne, c'est amener un risque sur
l'espace en fait qu'on va traverser. C'est important de pouvoir l'encadrer le mieux possible. On sait très bien que... c'est pas trop le cas d'ailleurs, le risque en fait de déchets, de dégradation de cette nature, finalement il n'est pas tellement avéré, moi je crois, en tout cas je ne l'ai jamais constaté sur l'UT4M. Le risque sur les parcours, en fait, de dégrader le parcours, il se fait maintenant. Maintenant, voilà, si on va amener des gens en montagne, c'est clair que les gens vont marcher en montagne ou courir au marché, mais dans tous les cas, il faut emprunter les chemins et donc ça va avoir un impact. Donc après, l'idée, c'est vraiment de canaliser pour que l'impact soit limité à une zone vraiment circonscrite. Et puis ensuite, pour le reste, il y a du travail à faire au niveau de chacune de nos organisations pour que l'impact environnemental, mais au sens large du terme, on le réduise au fil du temps. Et en tout cas, pour ce qui est du T4M, c'est un point qu'on a de plus en plus l'intention de vraiment prendre en compte et sur lequel on a de plus en plus l'intention de passer de l'énergie. Alors clairement, il faut savoir que lorsqu'on crée une course comme ça, il faut y aller étape par étape. Donc on a passé beaucoup d'énergie à créer ces bases. Et maintenant, notre ambition, c'est de passer encore plus d'énergie à faire en sorte que ça soit organisé de la manière la plus éco-responsable possible. Merci Sébastien. Donc du coup, on le voit effectivement, la pratique a bien évolué, le marché aussi, l'offre également. Donc on va voir au niveau des produits, comment, avec Marion Barbary, donc de Salomon, comment on conçoit les produits de demain et déjà sur quoi on se base. Donc déjà Marion, est-ce que vous avez quelques éléments pour nous parler de la croissance de l'activité au regard peut-être du marché, comme on l'a esquissé un petit peu en introduction, mais également des épreuves. Quelle est la vision que vous portez, que porte aussi Salomon, parce que rappelons-le, Salomon a quand même été la locomotive de la discipline au tout début, donc rejoint par d'autres marques, bien évidemment. Donc quel est votre regard sur cette évolution ? Donc merci déjà pour l'invitation et discuter de ce beau sujet du trail running qui, je pense, passionne beaucoup de gens ici. J'avais la chance d'avoir Jean-Marc juste avant qui a parlé de la vision de Salomon. Donc effectivement, c'est une marque qui a commencé au ski au tout début et qui après s'est donc développée plus sur le trail running. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça représente donc trail running et outdoor chez Salomon plus de 70% du chiffre d'affaires à peu près. Donc ça a pris quand même une ampleur assez importante même au sein de cette entreprise. Et juste pour donner un exemple de chiffre, parce que je pense que c'est assez parlant de montrer justement l'évolution de ce sport. Donc je prends l'UTMB parce que c'est aujourd'hui la référence que tout le monde connaît, mais en 2003, il y avait à peu près 700 coureurs au départ de la course. Et on va faire un petit jeu juste après manger pour réveiller toute la salle. On va voir. Donc j'ai les chiffres de 2019. Donc on va essayer, si quelqu'un veut se lancer, de deviner le nombre de demandes d'inscription qu'il y a eu sur l'UTMB en 2019. Donc le nombre de demandes. Juste UTMB. Parce que alors si on parle global, toutes les courses... Donc c'est 15 000. Donc il y a eu 15 000... on a un gagnant dans la salle. Bravo. Christelle. Alors, la première ligne ne compte pas parce qu'il y a tout Salomon ici. C'est 15 000 demandes... Et voilà. Merci Jean-Marc. Donc il y a eu 15 000 demandes de dossards pour 5 000 dossards de disponibles. Donc c'est pour vous montrer l'ampleur que ça a pris en quelques années. L'attraction aussi qu'a le trail running aujourd'hui. Donc cette course est particulière parce que c'est à Chamonix, dans 3 pays. Et il y a une ferveur pour ceux qui sont déjà allés à l'arrivée qui est assez particulière. Mais c'est pour montrer aussi le développement qu'il y a eu. Et aussi, en parlant de l'UTMB, du marathon, comme Cécile via l'étude, il y a eu notamment beaucoup plus de coureurs, mais il y a eu aussi beaucoup plus de courses et de formats différents. Aujourd'hui, sur une course comme l'UT4M ou comme l'UTMB, il y a un format long, mais il y a aussi des 40, il y a des 20, il y a des courses en duo, il y a des courses pour les enfants, il y a des courses avec les parents. Donc c'est très intéressant de voir comment ça a évolué. Et nous, en tant que marque spécialiste donc, du trail running, on se doit aussi d'accompagner, que ça soit le débutant qui vient de faire un 15 km et qui a des besoins qui vont être très différents. Là, je vais aller jusqu'à l'extrême, mais d'un François Daen qui finit premier de l'UTMB et qui va passer que 23 heures dans ses chaussures. Donc nous, en tant que marque, on a dû vraiment prendre en compte aujourd'hui ces besoins qui sont différents, ce qui fait qu'on est passé
Donc je vais peut-être me tromper sur la date, désolé Jean-Marc, de la première chaussure qui est sortie en 98 de trail pour les raids multisports. Aujourd'hui, une gamme de produits, je crois qu'on a plus de 300 références sur le trail running, donc qui est assez, alors, en mettant toutes les couleurs différentes pour correspondre au goût de chacun. Mais voilà, c'est pour montrer aussi, nous, l'ampleur que ça représente dans une entreprise de bien comprendre les différents besoins des consommateurs. Cécile l'expliquait bien, on parle beaucoup souvent en équipementier des ventes des chaussures, mais les attentes aussi des trailers sont importantes à comprendre, d'autant plus après toute la période qu'on a eue du Covid, qui a peut-être aussi bouleversé un peu les attentes qu'avaient les trailers par rapport aussi à nous en tant que marque. Et donc, vous devez concevoir les produits de demain. Comment vous voyez évoluer les profils de pratiquants du coup, parce que il y a peut-être justement, vous faites des gammes pour plusieurs types de coureurs. Et comment voyez-vous évoluer justement la pratique? Vaste question. Pour qui demain allez-vous concevoir des chaussures et comment? Des chaussures ou des sacs, etc. Oui, parce il faut savoir aussi qu'un trail runner en équipement, c'est plus de 1 000 € par an par rapport à un coureur lambda qui va dépenser 600 €, puisqu'on a des sacs, des bâtons, des chaussures. C'est un équipement plus large. La question par rapport à nous, donc c'est une vision assez globale, il faut prendre en compte l'outdoor et le trail running, mais il y a toute cette population, et je pense que Benoît en parlera aussi tout à l'heure, mais de trail runners qui sont déjà très expérimentés, qui sont là depuis les débuts, qui ont fait les grandes courses telles que l'UT4M, l'UTMB, et qui aujourd'hui cherchent peut-être des formats un peu différents, comme la Backyard que Benoît a lancé en France il y a 2 ans ou 3 ans, qu'on pourra peut-être discuter ensuite. Et il y a toute cette nouvelle population, donc déjà avant le Covid, mais aussi avec le Covid, qui viennent et qui commencent à s'initier au trail running et qui, pour le coup, n'ont peut-être pas forcément les codes de la pratique ou nous, on doit leur apporter aussi des produits qui correspondent à leurs besoins. Donc, que ce soit des produits avec du confort, de la protection, qui ne sont pas forcément les mêmes que des coureurs qui pratiquent le trail running depuis 15 ans et qui connaissent on parlait ce matin de Matrix, mais qui vont connaître, par exemple, toutes les technologies, ce dont ils vont avoir besoin, toutes les marques. Donc, il y a aussi ce rôle en tant que Salomon d'accompagnement des néophytes qui arrivent sur le trail et de les accompagner pour avoir la bonne chaussure pour faire leurs courses. Donc Matrix, c'est le tissu que vous utilisez et que fabrique Gilles Réguillon, qu'on a vu tout à l'heure. Exactement. Voilà. Cécile? Si je peux juste me permettre sur l'évolution aussi de la population finalement qui pratique le trail, je dirais qu'il y a quelque chose qu'on ne mesure pas aujourd'hui, mais je pense que c'est une tendance, c'est que le trail finalement c'est une pratique assez récente, une vingtaine d'années. Moi, ça fait 23 ans que je cours. Mais en fait, il y a toute une génération qui arrive, qui a vu papa, maman courir. Et je le sais parce que j'ai 3 enfants. Quand ils étaient un peu plus petits, quand ils ne savaient pas quoi faire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils couraient. Ils couraient autour de la maison. Et il y a toute une génération qui arrive, qui a eu cette vision en fait, de papa, maman qui courent. Et pour eux, c'est naturel de courir. Et je pense que en fait, on le voit, il y a des écoles de trail qui commencent à se monter. Ça se rajeunit de plus en plus. Il y a de plus en plus de courses enfants, courses jeunes. Et je ne sais pas si c'est mesuré ou pas chez les équipementiers, s'il y a un marché à prendre. Mais en tout cas, je pense qu'il y a, il y a le trail. Moi, quand j'ai commencé il y a 23 ans, on me disait, oh là là, pas plus de 20 km, c'est un sport de vieux. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, dans les années 98-2000, ceux qui gagnaient, ils avaient 45 ans, 50 ans. Ouais, oui, c'est vachement vieux. Ouais. Mais voilà, après Kylian est arrivé en 2007, ça a vraiment rajeuni. Enfin, moi, j'ai eu la chance de voir cette évolution. Et je pense qu'on est dans cette évolution de rajeunissement de la pratique. Et d'ailleurs, je n'ai pas passé toute l'étude parce qu'elle est un peu plus longue, il y a d'autres éléments. Mais notamment, on pose la question aux trailers de quelles sont leurs attentes sur les séjours. Et on a des attentes sur, finalement, pour les enfants aussi. Avoir aussi des activités à partager avec les enfants en famille. Donc voilà, c'était juste pour apporter cet élément qui me paraissait important. Du coup, on va demander à Benoît Laval, qui effectivement partageait sa vision de l'évolution de l'activité, parce qu'effectivement, est-ce que 20 ans c'est jeune ou est-ce que c'est vieux? Effectivement, c'est quand même une discipline bien ancrée aujourd'hui dans le pays et maintenant dans le monde.
Parce que oui, effectivement, je pense que la France a eu un rôle un peu de locomotive avec les pays latins dans le développement de l'activité. Et donc, Benoît, par rapport à cette évolution, et notamment, comment est-ce que tu vois la pratique aujourd'hui, comment a-t-elle évolué déjà? Et après, on parlera de l'aventure avec les courses. Mais j'aurais quand même une remarque sur le monde du trail. Depuis le début, on a parlé de l'UTMB, alors l'UT4M, qui est une très belle course, hein, voilà, de tout ça. Mais aujourd'hui, le trail, c'est quand même surtout plus de 4000 courses organisées par an, dont, si on dit 4000, on en 3900 sont des associations dans des petits villages qui font des courses, des petites courses comparées aux grands messes où il y a 10 000 coureurs. Le trailer, c'est pas celui qui va faire l'UTMB, c'est pas que celui qui va faire l'UTMB, ni que celui qui fait l'UT4M. Le trail, c'est quelque chose qui est bien plus populaire et bien plus local, bien plus accessible que simplement ces courses qui sont emblématiques, hein, qui font du bien à la pratique, qui sont le Graal, qui sont le rêve, qui sont ce que tout trailer espère faire un jour. Mais le trail, c'est déjà toutes ces courses à côté de chez soi qui sont bénévoles, qui sont associatives et qui à mon avis, font 90% des dossards de l'année, quoi. Oui, et le trail n'est pas non plus que dans les Alpes. Il faut savoir que la Bretagne est la deuxième région en nombre d'organisations d'épreuves de trail. Tout à fait, ça va dans le même registre. On parle toujours des grandes épreuves de montagne et le trail est bien plus large que ça et se pratique aussi de façon passionnée mais moins exigeante, que ce soit financièrement, que ce soit en termes de déplacement, que tout ça. Quoi. C'est quand même le 90% des trailers aujourd'hui, je pense, encore sont là-dessus, même si tous se rêvent un jour de faire l'UTMB ou le Grand Raid de la Réunion. Voilà. Après, je ne me rappelle plus de la question que tu avais posée, mais... Oui, non, mais voilà, très bien. Alors, on peut peut-être revenir sur la question préalable, puisqu'on a parlé avec Marion justement de l'équipement. Et effectivement, j'ai souligné qu'il y avait une croissance. En revanche, les marques comme la tienne, Red Light, très impliquées dans la compétition, a évidemment souffert de cet arrêt des épreuves. Alors, du fait du Covid, effectivement, Red Light faisait 8 millions de chiffre d'affaires avant le Covid, et là, on est à 4 millions, tout simplement parce que c'est un constat, la moitié de nos clients ont acheté un sac à dos pour faire entre guillemets les grandes courses, mais aussi les courses à côté de chez eux. Une veste, on la change quand on va faire une course de nuit où il va pleuvoir et on se dit qu'il faut être mieux équipé. Effectivement, le Covid a généré une baisse de moitié de vente chez Red Light. Ce qui a suscité aussi l'opportunité de reprendre la marque. Donc, il faut saisir les opportunités. On peut préciser que tu étais le fondateur de la marque et que tu viens de la reprendre au groupe Rossignol. Mais oui, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. En tout cas, pour les équipements techniques, on attend que ça redémarre maintenant. Les courses reprennent et donc les ventes reprennent. D'autres problématiques à gérer qui sont les approvisionnements mondiaux, les bateaux, etc. Donc, ils freinent un peu encore cette reprise. Mais voilà. Le Covid a quand même été un gros frein. Alors quand on est organisateur de courses, encore plus, puisque là on passe à zéro. Certes, beaucoup de gens se sont mis à courir pendant le Covid, mais pas forcément de façon à générer du commerce, je dirais. Et en tant qu'organisateur, puisque c'est aussi l'une de tes casquettes, quel est le profil aujourd'hui de ce qui t'intéresse et ce qui peut intéresser d'autres coureurs par rapport aux courses que tu proposes? Alors, ça fait une trentaine d'années que j'organise des courses de différentes choses. J'ai organisé des trails relativement classiques. J'ai organisé le deuxième trail dans la neige et ça devait être en 2002 ou 2003. Et puis après, je m'en suis un petit peu lassé. Donc j'ai voulu faire d'autres choses. Et donc, depuis quelques années, j'organise des courses plus bizarres, on va dire. Une qui est la Chartreuse Terminorum, donc qui est la petite sœur de la Barclay. Donc là, on a 40 coureurs. Voilà, donc on ne s'embête pas avec tant de personnes. Pourtant, on a autant de difficultés à l'organiser, d'avoir les autorisations. A priori, 40 coureurs, ça poserait des problèmes environnementaux gigantesques et on a du mal à avoir les autorisations. Donc 40 coureurs, personne n'a fini la course et c'est non balisé, c'est au milieu de la forêt de Chartreuse. Et puis une autre qui s'appelle la Backyard, donc qui est aussi inspirée
directement issu d'un concept américain où les coureurs font... C'est tout plat, là, il n'y a plus de trail, plus de montagne. Font 6,7 km en 1 heure. Et toutes les heures, il faut redémarrer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un. Donc en Chartreuse, l'année dernière, ça a duré, je crois, 44 heures, si je ne me trompe pas. Et cette nuit, c'est fini la grande finale aux États-Unis. Le concept a réussi à faire jusqu'à 85 heures. Donc juste pendant 85 heures, des coureurs ont couru jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un. Camille, voilà. Donc des concepts un petit peu différents. Alors c'est pas un rejet de l'UTMB ni de l'UT4M ni de toutes ces grandes courses. Il faut tout. Et quand on a fait effectivement ces grandes courses 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on a envie de voir autre chose. Et voilà, c'est pas comparer l'un avec l'autre, c'est simplement une diversité de choses. Voilà. Et ceci dit, c'est pas un concept marketing non plus. Hein. Quand on parle de la Barclay aux États-Unis, elle a. Un mot expliquer quand même la Barclay pour le public. Donc c'est une course. Alors faut que tu me laisses quelques minutes, sinon on n'y comprend rien. Mais c'est une course qui est née que Monsieur Lazarus Lake, qui est un pseudo, mais Lazarus Lake, un Américain, a commencé à organiser il y a 35 ans. Donc c'était un coureur d'ultra trail et un coureur qui faisait des 100 km, des 100 miles, des 500 km aux États-Unis. Et avec son ami Monsieur Barclay, qui n'a rien à voir avec la banque, c'était juste son ami de course à pied. Il regardait un soir la télé CNN et ils habitent dans le Tennessee. Et dans le Tennessee, il y avait un prisonnier célèbre qui s'était échappé d'une prison, parce que c'était l'assassin de Martin Luther King, et qui s'est échappé pendant 60 heures. En 60 heures, il avait fait 13 km dans cette forêt. Donc pour un ultra-trailer et un ultra-runner, se dire, si je m'échappe pendant 60 heures, il avait dit avec son copain, moi j'aurais fait au moins 100 miles. Voilà. Et de là a germé l'idée, dans cette forêt, autour de cette prison, de faire une course qui fasse 160 km, 100 miles, et de réussir à le faire. Voilà. Donc c'est une course qui est non balisée, sur laquelle il n'y a pas de ravitaillement, sur lequel il faut justifier de son passage en trouvant des livres, en prenant les pages du livre qui correspondent à son numéro de dossard. Et pour aller droit au but, en 35 ans, il y en a 16 qui ont réussi à finir la course seulement. C'est une course qui se durcifie chaque année. À chaque fois que quelqu'un l'a fini, il rajoute un petit peu de dénivelé, un petit peu de distance. Voilà. C'est une course très sympathique à faire, que j'ai fait 3 fois et où j'ai lamentablement échoué les 3 fois, comme 99% des prétendants, mais qui est un vrai puzzle intellectuel et physique à réussir. Voilà. Et pourquoi on en est arrivé là voilà, c'est un concept différent de l'UTMB. C'est pas pour dire que c'est mieux ni que c'est moins bien, mais c'est une quête d'aventure complémentaire dans une vie de trailer à un moment, de faire des choses un petit peu différentes. Voilà. Et pour revenir sur Red Light, peut-être un petit mot sur l'atelier Made in France qui est relancé, je crois. Et ensuite, également, sur la notion de performance on a parlé tout à l'heure aussi avec Bertrand Barré d'éco-responsabilité, donc c'était un prérequis. Comment est-ce qu'aujourd'hui, sur les équipements, tu gères ce côté éco-responsable et ultra-performance ? Donc Red Light, j'ai créé Red Light en 1999. J'aurais jamais pensé que ça devienne ce que c'est devenu. Alors après, c'est pareil, le trail était plus petit. Le trail, là, ça démarrait par une course dans la Loire fin avril, mi-avril. Et ça se finissait avec les Templiers. Au milieu, il devait y avoir un challenge avec 6 courses, je crois. Voilà. Donc c'était vraiment pas la même chose. Et mon ambition était bien plus réduite que celle-là. On s'est toujours basé sur l'innovation, essayer de prendre un temps d'avance. Dans ce temps d'avance, on a commencé à faire du Made in France à partir de 2009-2010, mais de façon beaucoup plus construite en 2014, après qu'on soit arrivé à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Donc un atelier où on fabrique des maillots, des shorts, des sacs à dos, qu'on a dû complètement repenser pour pouvoir les faire en France en inversant les contraintes. En Asie, la contrainte, c'est plus la matière et la main-d'œuvre coûte pas cher. En France, ça va être l'inverse. Chaque minute coûte très cher, donc il faut repenser le sac, repenser la façon dont on va le fabriquer. Donc aujourd'hui, dans cet atelier qu'on a relancé il y a 1 an, on a 8 salariés. On fabrique les produits que je vous ai dit. On fait 20 000 produits par an. On aimerait bien en fabriquer le double ou le triple ou un peu plus.
La difficulté, c'est de recruter notamment des couturières. Mais on y travaille, je ne vais pas en dire plus, mais on aimerait bien monter à 30 ou 40 salariés dans les 2 prochaines années pour pouvoir fabriquer plus grand. On n'a pas attendu la crise du Covid pour percevoir que c'était un canal à suivre et pour avancer là-dessus. Après, sur l'éco-responsabilité, c'est pareil, on l'a senti depuis longtemps. On a commencé à faire des produits en polyester recyclé, en fibre de bambou dès à peu près la même période de 2008-2009. Aujourd'hui, effectivement, c'est presque un prérequis et se mettre dessus, c'est presque être en retard. Donc on est dessus un petit peu comme tout le monde. Alors, le plus gros frein qu'on a aujourd'hui, c'est que vu que tout le monde veut utiliser du polyester recyclé, les usines ont du mal à en sourcer, ont du mal à en trouver. Il faudrait produire du polyester recyclé, presque. C'est un nouveau créneau à inventer. Mais voilà, c'est devenu un prérequis, effectivement, que de se pencher sur ces questions et sur les questions sociales, environnementales qui sont autour de ça. Et ça n'a pas trait que au trail, ça a trait à l'ensemble du monde, enfin l'ensemble de toutes les filières, je veux dire, industrielles aujourd'hui, de mettre ce critère en numéro 1, quoi. Et comment concilier des produits ultra performants, donc ultra légers, avec les notions de durabilité? On a vu des chaussures qui étaient capables de tenir une course, voilà, des Formule 1, on va dire. Comment on gère effectivement avec... est-ce que c'est pas antinomique quelque part entre la haute performance et la durabilité? Où mettons le curseur? Je peux vendre du rêve, mais c'est vrai que c'est antinomique, on est bien d'accord. Quand on vend un sac à dos qui va faire 100 grammes, forcément, il va durer moins longtemps que si on le fabriquait avec du tissu plus résistant et des composants plus résistants. C'est vraiment l'image de la Formule 1. Il faut qu'elle dure le temps qu'on en a besoin, mais on ne va pas aller rouler dessus, on ne va pas rouler sur la route tous les jours. Donc, c'est vrai que c'est peut-être... mais d'un autre côté, si on réfléchit jusqu'au bout, s'il est 4 fois plus léger, même si on en consomme 4 sacs à dos, à la fin, on aura consommé le même poids de matière in fine, quoi. Voilà. Mais non, c'est vrai que... Non, vu qu'il est plus léger, je vais reprendre mon propos, vu qu'il est 4 fois plus léger, on peut en consommer 4 pour arriver à la même consommation de matière à la fin. Donc c'est peut-être pas un mauvais choix. Alors, voilà. Marion, oui, non, mais c'est un sujet intéressant c'est intéressant parce que de par mon poste particulier, je suis sur la gamme S-Lab qui est pour les athlètes. Donc, c'est des produits qu'on développe avec les athlètes et qui ont pendant longtemps été considérés, donc les premières Sense qui sont sorties en 2012, comme je relance ça, mais c'était il y a des années, mais on disait que c'était une chaussure qui coûtait 200 €, 200 km et c'était fini. Donc ça a été un gros travail nous, qu'on a fait sur justement ces produits pour essayer d'apporter aux consommateurs. Aujourd'hui, c'est une demande, comme disait Benoît, qui existe déjà depuis un moment, mais d'avoir des produits plus durables. Et aujourd'hui, donc sans vouloir faire la pub de Matrix, mais aujourd'hui, on travaille avec ce matériel-là, en tout cas sur nos chaussures, pour pouvoir avoir des chaussures qui aujourd'hui tiennent jusqu'à 800 km, 900 km sans avoir de mèches qui ont des trous, qui se détériorent. Donc c'est quand même des grosses avancées par rapport à il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est encore on a du mal à le mesurer parce que la durabilité, c'est compliqué entre quelqu'un qui va aller courir en Bretagne ou en Corse et qui va pas avoir la même foulée. Mais c'est quand même des avancées qui sont importantes, en tout cas sur les produits. Après, il y a encore beaucoup de choses à faire et sur lesquelles on travaille, notamment sur les outsoles aussi, pour avoir des outsoles qui durent, donc tout le dessus de la chaussure qui soit aussi plus durable. Parce que c'est bien d'avoir des dessus de chaussures qui sont durables, mais si la semelle, en fait, oui, si la semelle en fait s'use aussi rapidement, on a un produit qu'on doit quand même jeter. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué, mais aujourd'hui, il y a des matières qui nous permettent de faire durer les produits plus longtemps. Donc c'est déjà... Et qu'en pensent les athlètes? Puisque au final, c'est eux qui vont, sur cette gamme, en l'occurrence Slab, qui vont porter les produits. Est-ce qu'ils vont vous demander un maximum de légèreté ou est-ce qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, les mentalités changent et c'est d'ailleurs nos athlètes qui nous poussent aussi à faire évoluer nos produits et la manière aussi même dont la relation qu'on a avec eux. Par exemple, on réduit les produits qu'on leur envoie, on travaille beaucoup avec eux, donc ça veut dire envoyer des prototypes, travailler avec eux. Aujourd'hui, on réduit le nombre de prototypes, les dotations aussi aux athlètes sont revues, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait donner beaucoup de paires aux athlètes alors qu'ils les utilisaient pas forcément en fonction de leur profil et des courses qu'ils faisaient. Donc on réduit les dotations.
Et ensuite, non, c'est une demande aussi de la part des athlètes aujourd'hui d'avoir des produits soit qui sont travaillés avec des matières recyclées, soit qui sont plus durables. Donc, ils nous poussent aussi, nous challenge aussi à retravailler nos produits au quotidien. Donc, on a vu un nouveau modèle, puisqu'on parlait des produits recyclés. À quand une gamme trail voilà, sur... Alors, une gamme complètement... comme on dit, éco-responsable, aujourd'hui, c'est compliqué de par le produit lui-même, qui est une chaussure et qui est composé de plein de matériaux différents. On a fait un énorme travail sur l'index qui est sorti cette année. Je pense pas que tout le monde soit au courant du produit. Donc l'index, c'est une chaussure qu'on a sortie qui est vraiment constituée en 2 parties. Le upper est fait d'un matériau et la semelle d'un autre, ce qui permet qu'on peut splitter la chaussure et recycler. Donc la semelle va être recyclée, remixée et réintroduite dans des chaussures de ski. Je rentre pas en détail dans les noms des matières parce que je pense que je vais perdre la moitié de la salle, mais ce qui est important de retenir sur ce produit, c'est que on réintègre le produit dans notre production, nous, Salomon, et les consommateurs doivent renvoyer la chaussure une fois qu'elle est en fin de vie dans les centres. Donc, par exemple, quand c'est en Europe, quand c'est aux États-Unis, on ne s'amuse pas à renvoyer la chaussure aux 4 coins du monde. Donc ça, c'est un premier pas qu'on a fait et on apprend au quotidien. Donc nous, c'est ce qu'on se dit chez Salomon, tant qu'on n'essaye pas, on n'apprend pas. On essaye des choses, ça nous permet d'avancer. On arrive avec des produits plus durables et donc chaque produit briefé depuis 1 an aujourd'hui se doit d'avoir soit des matières recyclées. Enfin, comme disait Benoît, c'est une obligation aujourd'hui pour répondre aux besoins, aux attentes des consommateurs. Et alors, pour revenir sur les pratiquants et sur l'arrêt des courses, est-ce qu'aujourd'hui vous observez l'un ou l'autre, est-ce que vous observez une évolution dans justement la manière de pratiquer, peut-être plus libre, plus en autonomie, en off? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé? On voit effectivement que les séjours se développent. Est-ce que demain, le trailer aura envie de courir pour lui, avec ses amis, ou la compétition reste quand même le moteur premier, l'entraînement et la compétition? Alors nous, c'est intéressant, de par l'étude qu'a montré Cécile juste avant, le fait qu'il y ait une demande d'avoir un peu plus peut-être d'aide sur les séjours itinérance, en tout cas. Nous, c'est ce qu'on a constaté. On avait commencé à travailler dessus avant le Covid et le Covid a renforcé en fait ces premiers signes qu'on avait du marché d'un besoin de retour un peu plus aux origines du trail, justement, de pouvoir partir en montagne 2 jours sans avoir à s'inscrire à une course 1 an à l'avance, devoir être tiré au sort et devoir après être avec 5000 personnes sur une ligne de départ. Donc il y aura toujours des gens qui seront attirés par les courses comme l'UTMB, les Templiers, parce que ça permet d'avoir une date dans le calendrier et de cadrer son année et de s'entraîner. Mais on constate, en tout cas nous chez Salomon, et ça nous a amené aussi à repenser nos produits, qu'il y a ces nouvelles aspirations de partir par exemple 2 jours en montagne. Donc ça demande de revoir les produits parce qu'il n'y a pas de ravito où on peut changer nos chaussures. On ne va pas avoir quelqu'un qui va être là tous les 10 km. De repenser par exemple le litrage des sacs aussi, parce que sur un ultra trail, on part avec des sacs de par exemple 10 litres. Mais quand on part 2-3 jours en montagne, il faut avoir un peu plus de choses dans son sac. Donc tout ça, ça nous amène aussi à repenser nos produits et à les travailler différemment. Et le Covid a eu des impacts négatifs, mais aussi beaucoup de positifs pour nous. Ça nous a permis de retravailler nos projets, repenser différemment et de se poser justement sur ces nouvelles aspirations. Et Cécile, justement, sur la place du numérique pendant le Covid et dans le post-Covid? Alors, je dirais, les trailers ont continué à courir, à s'entraîner avec les outils numériques. C'est vrai que c'est quand même pas mal utilisé. Alors, pour faire un petit écho à la discussion d'hier sur l'utilisation des smartphones notamment et des applis. Alors, je ne vous ai pas montré toute l'étude, mais il y a notamment une partie où on leur pose la question de la part du smartphone. Et c'est vrai qu'on a quand même 28% des trailers qui nous disent que pour eux, c'est indispensable en termes de navigation et de repérage. C'est quasi avec la trace GPX, c'est un outil très utilisé. Pendant le Covid, c'est vrai que nous, on a vu côté organisateur, parce qu'on a sur Trace de Trail, on a plus de 8000 organisateurs, on en connaît beaucoup.
Et c'est vrai qu'on a vu qu'effectivement, changement, plus d'événements, il faut quand même qu'on propose quelque chose. Et on a vu des courses connectées. Donc nous, on avait des bandes de chronométrage qu'on utilisait sur nos espaces trail. Et finalement, on les a réutilisées pour faire du chronométrage permanent, des courses avec, accessibles pendant un mois, où chacun peut venir se chronométrer et réaliser la course. Et derrière, il y a un classement. Donc c'est quelque chose qu'on a vu pendant le Covid. Après, je pense que ça a permis de faire parler des événements et continuer à proposer une animation par rapport à ça. Là, on n'en a pas, on n'en a plus. Les courses reprennent. Donc je pense que ça a été transitoire. Mais voilà, ça a été quelque chose qui a permis de répondre à une attente à un moment donné pour permettre aux coureurs, malgré tout, de se challenger et de se retrouver via des compétitions connectées. Et sur les parcours, qu'ils soient numériques ou physiques, sur les parcours de trail, Cécile, Benoît, avec l'expérience que tu as quand même eue sur les stations, est-ce qu'on a mesuré aujourd'hui la fréquentation et le retour pour les territoires de ces initiatives ? C'est variable selon les territoires, selon leur implication. Des fois, c'est pas parce qu'on met des chemins balisés qu'il va y avoir des gens qui vont aller courir dessus. Ce qui est important, c'est l'animation et c'est ce qu'on fait autour et c'est comment on le communique. Donc, soit à travers un réseau, mais même à travers aussi justement des événements qui vont capter la lumière 1 ou 2 jours par an et qui vont faire que la destination va se faire connaître et va avoir envie d'être pratiquée. Nous, en Chartreuse, on mesure à peu près entre 20 et 25 000 personnes qui viennent sur les parcours balisés, qui viennent parce qu'il y a des parcours balisés pour faire du trail en Chartreuse. Alors, un environnementaliste qui a déjà peur de nos 40 coureurs pour la Chartreuse Terminorum aurait très peur. Mais il y a plus de 200 000 randonneurs par an en Chartreuse aussi. Donc finalement, ça ne bouleverse pas les équilibres non plus. Ça reste un segment, ça reste une minorité sans être péjoratif, un petit pourcentage du nombre de personnes qui pratiquent les chemins. Quoi. Mais si on reprend l'exemple de la Chartreuse, 25 000 personnes qui viennent en Chartreuse courir, d'un point de vue impact économique pour les commerces, pour les autres activités touristiques, parce qu'effectivement, un trailer ne vient pas que pour courir, ça a un très bon impact qui est complémentaire au ski, qui ne remplace pas le ski. Il faut de tout et voilà. Après, pour revenir sur ta question d'avant sur les courses, moi je pense que les courses, ça reste quand même le moteur du trail. C'est ce qui nous permet de nous challenger. Quand on a un dossard, on va quand même faire plus de kilomètres et les faire plus vite que si on n'a pas de dossard. C'est peut-être un peu bête et méchant, mais c'est comme ça. On ne fera pas 160 km d'une traite autour du Mont Blanc si on n'a pas de dossard. On va se trouver 1000 excuses, on ira moins vite, mais voilà. Et c'est pareil, peu de gens vont faire les 4 massifs tout seuls par plaisir le week-end. Donc c'est quand même les courses sont quand même ce qui challenge. Et le numérique et le tout seul, c'est bien aussi, mais je ne pense pas que ça va remplacer. Il y a aussi l'aspect social, humain, de participer à un événement tous ensemble et de se challenger tous ensemble, qu'on ne retrouve pas dans les défis perso ou même dans les défis avec ses amis le week-end, quoi. Donc moi, je crois encore largement dans les courses classiques avec un dossard, une ligne de départ, une ligne d'arrivée et un parcours balisé. Alors si je peux compléter, moi je rejoins Benoît là-dessus sur les événements qui sont un catalyseur et qui permettent de se motiver aussi tout au long de l'année. Après, la place du numérique dans le trail, alors nous on a une petite partie transitoire, je dirais, avec du défi connecté, mais je la vois plus comme un support complémentaire pour réaliser les parcours. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de parcours permanents parce que on a des parcours de randonnée, on a des parcours de VTT. Le trail arrive aussi parce que il faut qu'on propose aussi des circuits adaptés aux trailers sur les territoires. Et c'est vrai que l'application smartphone, elle est quand même nécessaire en termes d'orientation et de localisation. J'irais au même titre aussi que pour un randonneur ou un VTTiste. C'est vrai que le balisage n'est pas infaillible. Et l'application smartphone, elle vient en complément et elle est quand même assez indispensable. Ça nous permet aussi de faire des
du lien aussi avec le territoire. C'est vrai que si je peux faire juste une petite parenthèse par rapport à ça, les trailers, les pratiquants d'activités de pleine nature pratiquent sur les territoires sur lesquels il y a des acteurs. Il y a des travaux forestiers, il y a des zones de protection environnementale, il y a des chasseurs. Et là, donc, on travaille. Je vais parler rapidement d'Isère Outdoor. Donc, on travaille avec le département de l'Isère sur cette application. Et notamment, on a à l'intérieur un module de zone de vigilance qui permet en fait d'informer les pratiquants quand il y a une activité potentiellement dangereuse pour eux sur le territoire. Donc là, actuellement, il y a des zones de chasse qui sont identifiables en Isère. Et donc, quand il y a une chasse en cours à un endroit, quand je vais ouvrir mon parcours, ça va automatiquement me notifier, attention, chasse en cours sur la zone. Et voilà, pour éviter le danger anticipé, j'y vais pas, parce qu'il y a une chasse en cours sur le secteur. Donc, les outils numériques permettent à la fois de se localiser, et ça, il y a un usage, je trouve intéressant aussi, pour faire ce lien entre les pratiquants et les acteurs du territoire. En tout cas, nous, on y travaille. Donc, moi, je pense que, ce que je voulais ajouter, c'est que cette notion d'autonomisation du trailer, elle est importante, et elle ouvrira la porte justement à une autre pratique dans ce cas-là. Et alors, c'est valable, comme tu disais à l'instant, peut-être sur des aspects plus sécuritaires, en tout cas que le coureur se sente dans une zone relativement confortable, qui ne risque pas le tir au pigeon, mais également en termes d'accueil sur le territoire. Et je vais juste prendre un exemple. À titre personnel, 2020, ça a été une bonne occasion d'aller courir, puisqu'il n'y avait pas d'événement. Donc j'ai souhaité faire moi-même l'UT4M à ma sauce en 4 jours. Mais j'étais donc sans ravitaillement, évidemment. Et donc en partant avec ce qu'il fallait pour pouvoir tenir les 40 km, mais surtout avec le souhait de pouvoir profiter du territoire, me poser à un endroit et puis prendre le temps, manger dans une auberge. Et en fait, j'ai constaté qu'il y avait sur le territoire du T4M des zones où ça fonctionnait relativement bien et d'autres où ça ne fonctionnait pas encore assez bien en tout cas. Donc ce travail, il va être important pour que après le coureur, il se dise non seulement effectivement je vais aller faire la course parce que le défi c'est ce qui me motive, mais pas que. Il y a des moments pour le défi sportif et puis il y avoir des moments pour plutôt se retrouver, alors seul pour certains, d'autres ça va être en groupe, mais en tout cas l'accompagnement qu'on va pouvoir leur offrir sur le terrain, il va être un déclencheur. Donc vous l'avez vu, c'est une discussion à bâton rompu. Donc si vous avez des questions à poser à nos intervenants ou des interventions, n'hésitez pas. J'ai une question dans la salle. Du coup, un petit peu plus fort. Oui, voilà, merci. Par rapport aux organisateurs, M. Laval et M. Carrier, j'ai bien compris que, a priori, les pratiquants trail vous voyez l'avenir plutôt sereinement, les pratiquants ils seront toujours là. Comment vous voyez les choses avec votre casquette organisateur, notamment quand on répond aux défis actuels et ce matin, est-ce qu'on fait la promotion des sports outdoor avec un accès événementiel, notamment sur l'environnement. Monsieur Laval, j'ai pu comprendre qu'en Chartreuse, vous avez eu quelques problèmes, même sur un terminal room où on est 40 personnes et sur une 4N, là on a des milliers de personnes. Est-ce que vous êtes serein au niveau de l'organisation? Est-ce que vous êtes optimiste, notamment sur ce côté traversée d'espaces naturels sensibles, traversée de parcs naturels? Est-ce que vous n'avez pas peur que de cette manière, si un jour on a trop de trailers, on vous interdise à vous de passer parce que vous avez la casquette on amène du monde sur un endroit qu'on veut, entre guillemets, préserver? Alors moi, je voudrais simplement rappeler une chose, c'est que la discussion, je l'ai eu il y a déjà quelques temps, l'UT4M, on passe au refuge de l'APRA. Sur cette zone-là, clairement, le nombre de passages, c'est pas les trailers. Sur l'année, quand on va regarder le nombre de personnes, de randonneurs en fait, qui passent sur cette zone, c'est juste sans commune mesure. Donc c'est un faux débat, à mon sens, que d'un point de vue purement événement, on puisse le voir comme un problème majeur, le nombre de participants. Et ce que je voulais ajouter, c'est que, à mon sens, aujourd'hui, on a des randonneurs. Demain, on aura des trailers. On commence à avoir des trailers de plus en plus souvent, mais demain, on aura peut-être plus de trailers. Et donc, la problématique, elle ne sera pas sur l'événement, mais sur la pratique du trail en autonomie dans ces territoires-là. Donc, on n'est plus sur une problématique purement événement.
Il faut la regarder plus globalement. Et après, la question, c'est est-ce que ce territoire, il est partageable ou il n'est pas partageable ? Est-ce que finalement, les randonneurs, on y trouve déjà une diversité d'utilisateurs. Est-ce que les trailers, c'est vraiment un nouveau profil qu'il faut considérer différemment et dans sa particularité, donc un coureur, parfois équipé de bâtons de surcroît, et dans son nombre. Et je crois qu'il est noyé dans le reste, finalement. Donc on ne devrait pas le regarder sous cet angle-là. Si je peux me permettre, par rapport à ce qui s'est dit ce matin, moi je vois plutôt le côté opportunité, de se dire qu'un événement peut être un accès à l'éducation et l'utiliser comme un moyen didactique et pédagogique pour apprendre, pour informer par rapport à tous ces aspects-là. Tout à fait. Je vais rebondir sur ce point en ce qui concerne l'UT4M en tout cas. Nous, on traverse 2 zones Natura 2000. On ne va pas sur les parcs nationaux du tout. Et puis, on a des espaces naturels sensibles par ailleurs. Et donc, à l'entrée dans ces parcs-là, on a posé des pancartes pour informer justement les coureurs de attention, à partir de maintenant, vous êtes dans un espace qui doit être encore plus respecté. Mais c'est quelque chose qu'on adresse déjà avec les discussions. Elles ont lieu avec les collectivités qui ont en charge ces zones-là. Et je crois que ça se fait en bonne intelligence aujourd'hui. Et encore une fois, on a effectivement du coup plus l'occasion. Enfin, je reviens sur l'élément randonneur. Un coureur, il va sur un site internet. Il s'inscrit à une course. On a ce moyen effectivement cette opportunité de communiquer. Le randonneur, il n'a pas ces opportunités la plupart du temps. Il va décider d'aller randonner à un endroit parce qu'on lui en a parlé, parce que sur un site, il a vu une description d'une rando qui est sympa, mais sans ce cadre-là. Donc je pense qu'effectivement, on a plus d'occasion d'œuvrer dans le bon sens en tant qu'organisateur qu'autre chose. Et du coup, cette ouverture à l'espace, à une pratique plus autonome, comme je disais tout à l'heure, elle peut être favorisée par les événements, puisqu'ils vont mettre l'emphase, les projecteurs sur la zone, et également pouvoir parler de cette nécessité de l'aborder de manière la plus responsable possible. Une question ? Je me posais la question parce que quand les trails, le fait que vous avez parlé du fait que ça générait pas forcément beaucoup de déchets sur les sentiers, même, c'est une réalité. Par contre, sur la question des ravitaillements, on voit que les quantités de déchets qui peuvent être générées ou quoi sont assez énormes. Et d'autre part, je me pose la question concernant l'autonomisation des coureurs. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant d'aller vers des formats de course où justement on va plus mettre les coureurs en situation d'autonomie, leur dire vous allez peut-être porter avec vous vos bouteilles d'eau, porter avec vous vos ravitaillements, et nous, ce qu'on va vous offrir, c'est une pratique un peu plus encadrée qui va vous permettre de découvrir des territoires. On va vous mettre une assistance médicale, des balisages et tout, mais responsabiliser le coureur sur la trace qu'il va laisser dans l'environnement. Parce que c'est vrai que quand on a un ravitaillement, on ne voit pas la trace, on se dit les déchets, je les laisse au ravitaillement, mais ils sont quand même là, les déchets, en fait. Donc je me demande comment est-ce qu'on peut aller vers des formats de courses ou d'événements qui vont avoir une dimension un peu pédagogique, dans le sens, vous apprenez aussi à vous comporter et à vous débrouiller en montagne, tout en gardant un aspect communautaire et performance pour ceux qui aiment ça. Je ne vais pas répondre directement à la question, mais un peu à la première question. Parce que je suis inquiet, moi, sur la possibilité d'organiser encore des courses dans les prochaines années en pleine nature. Je suis quand même inquiet, ouais. Parce que je ne pense pas être le seul organisateur, pour en parler avec beaucoup, et pas qu'en France, d'ailleurs, d'un point de vue assez général. C'est de plus en plus compliqué, de plus en plus réglementé, de plus en plus... pour ce côté environnemental, une nouvelle fois... il y a de plus en plus de bâtons dans les roues pour pouvoir organiser des courses. Ça, c'est quand même une réalité. Après, l'impact, je reste convaincu que le trail ne génère pas un impact direct
surtout la plus grande part des trails dont on parle, il y a 90% des trails qui ont 500 ou 1000 coureurs n'ont pas laissé de chemin en mauvais état ni de choses compliquées. Je comprends quand il y a 10 000 coureurs qui passent au même endroit, c'est peut-être un petit peu plus tendu. Pour moi, c'est une question d'évolution de la société et donc d'évolution politique, c'est-à-dire est-ce qu'on veut développer de l'économie sur un territoire et donc avoir des hôtels, des hébergements, des commerces et des gens qui en vivent, ou bien est-ce qu'on veut un parc, une zone naturelle avec plus personne ou beaucoup moins de personnes qui vont dessus, quoi, voilà. Et ça, c'est des choix politiques. On peut avoir un avis d'un côté, un avis de l'autre, mais aujourd'hui, dans chaque territoire, il y a un peu cette ambiguïté entre développer du tourisme, qui forcément, par nature, c'est faire venir des gens sur un territoire. Ça, il n'y a pas de... Le tourisme virtuel, le télétourisme, on va peut-être l'inventer, mais ça ne sera pas la même saveur, quoi, voilà. Et je trouve qu'il y a quand même une tension de plus en plus forte entre les deux parties, entre ceux qui veulent développer le tourisme et ceux qui veulent que la montagne, parce qu'on est en montagne ici, reste vierge de personnes qui vont la pratiquer, quoi, voilà. Et je trouve que ça va plutôt à se tendre. Et souvent, les décisions, même en discutant, ça passe en force d'un côté ou de l'autre, quoi, je dirais. Voilà. Je veux bien apporter quelques éléments de réponse à la question que tu as posée, parce que Salomon, en tant que marque, on invite tous nos consommateurs à aller jouer sur ce terrain de jeu qui est magnifique, et on a aussi notre part de responsabilité aussi dans les événements qu'on sponsorise, de justement responsabiliser les coureurs. Ça prend du temps à mettre en place. Il faut regarder aussi toutes les améliorations qui ont été faites depuis le début du trail running. Tout le monde venait avant au ravito avec, il y avait des gobelets en plastique partout. Aujourd'hui, tous les coureurs ont dans leur sac une Eco-Cup et c'est devenu un geste normal. Sur les ravitaux, nous, les courses qu'on sponsorise, pour donner un exemple, mais ça se fait, je pense, aussi sur le T4M, sur d'autres courses, ça se met en place. Il n'y a plus de bouteilles d'eau, c'est des grosses citernes qui sont mises sur les ravitaux justement pour éviter tous ces déchets. L'UTMB cette année, qui est une grosse course, je reparle de l'UTMB parce que c'est le nombre de personnes que ça génère. Aujourd'hui, ils avaient mis en place des bouteilles, des soda stream pour justement l'eau gazeuse. Donc, si on regarde par rapport à il y a quelques années, je parle aussi en tant que pratiquante trail runneuse, il y avait des papiers partout par terre. Comme on disait tout à l'heure, l'opportunité d'éduquer les trail runners, c'est une chance énorme qu'on a via ces événements de justement sensibiliser les trail runners. Et ça, il y a une évolution quand même incroyable grâce aussi à tous ces coureurs et ce qu'ils font remonter via les événements. Je pense aussi chaque année de vouloir protéger ce terrain de jeu. Donc ça se met en place. Il y a des formats de course qui existent justement comme ça, justement d'être plus autonome. Mais je pense que Sébastien en parlera peut-être mieux que moi après, mais on voit qu'il y a une prise de conscience aussi des trailers de laisser le moins de traces possible sur ce terrain de jeu pour continuer à y aller et que les courses perdurent tout au long des années. Alors, je pense que 2021 était particulier pour ça sur les postes de ravitaillement, entre autres, parce que par la force des choses, il fallait donner aux coureurs différemment de ce qu'on avait fait par le passé. Donc de la surconsommation sur les postes probablement, parce que les gens ils prenaient un sachet avec ce qu'il y avait dedans et pas forcément envie de tout ce qu'il y avait dedans. C'est pas le standard. Après, je voulais également revenir sur un point. Moi, je viens du raid multisport, et dans le raid multisport, on portait des sacs qui étaient nettement plus lourds, et on portait davantage de nourriture et d'eau. On était plus en autonomie. Il faut comprendre que le trail, donc, qui s'est énormément développé, les coureurs, c'est pas du tout ce qu'ils recherchaient. Et donc il faut du temps pour changer cet état d'esprit, pour que finalement, progressivement, là où au départ, le raid, ça leur semblait complètement inaccessible, le trail, ça semblait plus accessible. Voilà, maintenant, ils ont constaté que le trail est accessible, et y compris les longues distances, lorsqu'on découpe ça, entre autres, l'étape suivante, ça sera probablement, en tout cas, on peut l'espérer, c'est dans l'esprit d'un certain nombre déjà, de se dire, maintenant, j'y vais davantage seul, seul, dans le sens, je m'autonomise. Et je ne crois pas que pour des organisateurs, ça pose un problème. Bien au contraire, justement, réussir à simplifier, en quelque sorte, sous cet angle-là, l'organisation, pour apporter une autre expérience qui sera attendue, du coup, par les pratiquants, c'est effectivement ce qu'on souhaite tous. Oui, alors moi, j'avais une question, l'ultra, et surtout l'ultra trail. Une question assez philosophique, c'est vraiment une question très très ouverte. Comment vous, organisateurs et marques,
comment, ou est-ce que vous anticipez aussi votre rôle et votre responsabilité par rapport, je dirais, à ce que ça peut engendrer, ce type de format? Je suis assez à l'aise parce que je vois dans le vélo, on a fait un peu marche arrière, un moment ou l'autre, sur le Tour de France est plus facile aujourd'hui et plus court qu'il l'était par le passé. Et on voit bien qu'effectivement, dans l'ultra, il y a aussi des conséquences sur les personnes. Il y a ceux qui arrivent et qui ont vraiment réussi l'épreuve et qui sont bien préparés, mais il y a aussi tous ceux qui se sont dépassés et qui sont allés au-delà d'eux-mêmes, avec parfois des conséquences sociologiques, pathologiques, des conséquences psychologiques aussi, des conséquences aussi, des images qui peuvent être aussi des fois un peu dégradantes. On peut voir certaines images aussi qui pourraient en tout cas être perçues comme ceci. Sans faire le parallèle avec les marathons de danse par le passé, qui étaient dans un contexte économique en plus qui justifiait ça, je dirais. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une approche et je dirais une responsabilité par rapport à ça et à ce que ça peut engendrer, je dirais, de bien, on est d'accord, mais aussi de mal. Et est-ce qu'à un moment ou l'autre, vous ou la société, on est une société qui aime bien protéger les gens d'eux-mêmes aussi, on le voit de plus en plus, avec des normes sur l'alcool, effectivement sur les drogues, sur certaines choses, où on protège les gens d'eux-mêmes. Il y a un moment ou l'autre, c'est tout simplement des décisions qui sont prises pour protéger les gens d'eux-mêmes. Et est-ce que l'ultra, je dis bien l'ultra, c'est quand j'entends parler quand même de certains formats qui sont, je ne parle pas des 40 km, mais des trucs un peu hors normes, est-ce qu'il y aura une limite à un moment ou l'autre? Est-ce que vous, en tout cas, c'est une question qui vous anime, qui vous occupe l'esprit, ou pas du tout? Voilà. Je vais répondre en tant qu'ultra-trailer. Moi, j'espère qu'on aura notre liberté encore pendant longtemps, de pouvoir sortir de notre zone de confort, de pouvoir se mettre en risque et de pouvoir passer la ligne jaune de temps en temps quand on aura dépassé nos limites. Parce que quelque part, c'est aussi l'essence de l'ultra-trail. En tout cas, c'est la mienne, quoi, voilà. J'ai pas envie qu'on vienne me protéger en me disant on fera pas de trail de plus de tant de distance, on fera pas de trail, on va avoir un permis pour faire du trail, on va avoir un permis, une vitesse maximum ou un kilométrage maximum. Quelque part, l'essence du sport, c'est de se dépasser. Et se dépasser, c'est bien aussi atteindre ses limites. Quand on dépasse ses limites, c'est généralement qu'on a dépassé la ligne jaune et qu'on a abandonné ce jour-là. Mais pour trouver ses limites, pour moi, l'essence du trail, mais comme de beaucoup de sports, c'est de se connaître soi-même et de trouver ses limites. Mais pour ça, il faut de temps en temps marcher sur la ligne jaune pour voir qu'on allait trop loin. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Donc je suis à contre-courant de ce que tu dis et j'ai surtout pas envie d'être protégé. J'ai envie qu'on me laisse ma liberté d'aller au-delà le jour où je me serais trompé, où j'aurais été au-delà. Mais ça fait partie de l'apprentissage que de tomber pour se relever et pour marcher plus vite le lendemain. Voilà. Bien, on va arrêter là parce qu'effectivement les débats sont intéressants. Julien, tu prends du temps. Cécile, vous vouliez juste rebondir très brièvement? Allez-y, ça marche. Peut-être simplement juste compléter, parce que c'est vrai que l'ultra-trail, quand on pense au trailer, on pense à l'ultra-trailer. Pour moi, pourquoi? Alors, je regarde avec un regard de traileuse depuis une vingtaine d'années, mais c'est vrai qu'il y a notamment l'UTMB, des courses qui font rêver, où c'était la distance, le Graal en fait, pour avoir cette veste finisher UTMB. Mais c'est vrai qu'on voit quand même depuis quelques années, je trouve, de nouveau des formats de courses mis en avant sur des plus courtes distances. Et voilà. Alors, est-ce que c'est un effet de mode? Il n'y a pas longtemps, il y avait un challenge, il fallait faire 3 ultras dans l'année. Quand on pense qu'avant, on disait il faut faire un marathon dans l'année, ça fait un petit peu réfléchir. Mais voilà, est-ce que c'était un effet de mode? Effectivement, il ne faut pas brider les trailers. Ceux qui veulent faire de l'ultra, ils feront toujours de l'ultra. Mais peut-être que voilà, il y a cette remise aussi en avant des formats plus courts qui peuvent aussi permettre de faire rêver, sans se dire que pour être un vrai trailer, il faut faire un ultra-trail. Bon, belle formule de conclusion sur la discipline, qui a encore à évoluer, on voit, et des pistes encore, et de nouveaux enjeux qui vont apparaître, et des pistes à défricher. Et on va rester en montagne. Et on va changer de saison, enfin, quoique. Avec Pierre. Mais en attendant, on peut les applaudir pendant qu'ils descendent de scène.